La première présentation s'intitule « Change Your System, Change Your Trajectory, The Empowering Women in Hydrography ». L'auteur est Mme Ellen Stewart, de justement The Hydrographic Society of USA. Et elle se sera présentée ce matin par Annie Biron, directrice régionale du Service hydrographique du Canada. Annie, s'il vous plaît. Donc, la présentation va être en français. En fait, Hélène ne peut malheureusement pas être avec nous ce matin. Donc, elle m'a demandé de la remplacer. Je vais débuter par vous présenter Ellen Stewart. Donc, Hélène est titulaire d'un baccalauréat en sciences de l'Université du Texas et d'une maîtrise en sciences de l'Université de Cape Town, en Afrique du Sud. Ellen Stewart est membre de la Société hydrographique d'Amérique, comme Richard l'a mentionné, mais elle est aussi à l'emploi de Fugrow. Et jusqu'à présent, elle a eu une carrière assez éclectique. Elle a travaillé sur divers projets, dont des cartes marines pour la NOAA, des recherches géologiques en eau profonde, des levées pour évaluer les géorisques en eau profonde, des levées pour le retrait de munitions non explosées, des levées pour l'énergie éolienne en mer aussi. En 2020, elle a introduit une nouvelle méthode de relevé hydrographique utilisant l'imagerie satellitaire multispectrale pour détecter les dangers pour la navigation. Et puis, présentement, elle est en train d'adapter cette méthode pour les relevés de surveillance dans les voies navigables intérieures. Donc, Hélène est des États-Unis et, comme vous avez pu voir dans sa bio, elle a surtout œuvré dans le milieu offshore de l'hydrographie. Donc, sa présentation va couvrir beaucoup ces aspects-là. Donc, comment tout ceci a débuté? En fait, on a fait des regroupements informels de femmes en hydrographie lors des conférences hydrographiques. Puis, en 2020, à la conférence hydrographique du Canada, on a programmé une séance sur le leadership féminin. Donc, il y a eu une présentation sur les préjugés inconscients. Et après ça, il y a eu un panel de discussion sur la carrière de 3 femmes, dont Marie-Ève Biron, qui est ici avec nous. Et toujours en 2020, grâce au leadership de Geneviève Béchard, qui est la directrice générale du SHC, il y a Doug Brunt et moi qui avons monté un projet intitulé « Empowering Women in Hydrography » avec l'Organisation hydrographique internationale. Ce projet-là est financé par le biais d'une contribution canadienne du Fonds pour la décennie des océans. Et puis, en parallèle à ce projet-là, Ellen Stewart, Sonia Bhatia, qui est du MPO, Gretchen Imaori, qui est aussi de la Société américaine d'hydrographie et qui travaille également pour la NOAA, et moi-même, on a publié 2 notes dans l'International Hydrographic Review. La première, c'était dans l'édition 27, qui s'intitulait « Safety First », donc prioriser la sécurité des femmes. La deuxième note était dans l'édition 28, qui était « Fix Your Leaking Pipe », donc prévenir la fuite de votre main-d'œuvre féminine. Et Hélène, par le biais de networking, s'est fait inviter à faire plusieurs présentations au sujet du premier article qu'elle avait, sur lequel elle avait collaboré, qui était « Safety First », donc à plusieurs événements. Puis, c'est ça qu'elle voulait présenter aujourd'hui, mais malheureusement, elle ne peut se présenter, donc je vais faire la présentation à sa place. Donc, l'amélioration de la sécurité pour toute personne qui travaille dans le secteur maritime, c'est évidemment une priorité. Le fait de disposer d'une main-d'œuvre diversifiée et d'un milieu de travail équitable est un avantage pour toute organisation, car de nombreuses recherches ont démontré que ces organisations obtiennent de meilleurs résultats que les organisations qui sont évidemment plus homogènes. Puis, dans le contexte du marché du travail aujourd'hui et surtout depuis la crise de la COVID, la main-d'œuvre se fait très rare et vous allez voir sur la diapositive, il y a plusieurs statistiques pour le Canada et les États-Unis. Et donc, si votre organisation a besoin de personnel pour remplir sa mission et qu'elle ne fait pas d'efforts pour recruter les femmes, elle entrave sa propre réussite. Des préjugés structurels et des inégalités structurelles. Lorsque vous combinez des êtres humains avec des préjugés inconscients et des données limitées pour procéder à des analyses, vous obtenez une égalité structurelle. On va faire ici un exemple de la US Air Force.
Donc, dans le cas présent, il y a à la fois une inégalité au niveau de la structure physique de l'avion lui-même, c'est-à-dire que la conception structurelle des avions de chasse empêche la majorité des femmes américaines de piloter ces avions en toute sécurité, principalement parce qu'elles ne sont pas assez grandes, pas capables d'accéder au levier pour piloter et surtout le levier d'éjection lorsqu'il y a un problème. Mais il existe aussi une autre inégalité, puis c'est à savoir la manière dont la US Air Force fait la promotion de ces gens. Donc, les personnes les plus susceptibles d'être promues à des grades plus élevés, donc colonel et général, sont les personnes qui pilotent les avions de chasse. Donc, vous venez de créer une égalité structurelle car ça signifie qu'à peu près 90 % des femmes qui rentrent à l'école de pilotage sont éliminées dès le début de leur carrière. Donc, si vous avez un problème structurel, ça prend énormément de bonne volonté pour le résoudre parce que ça prend un effort systématique, puis à long terme et surtout collectif pour y remédier. Vous ne pourrez pas modifier la configuration du poste de pilotage demain matin, ça c'est clair. Mais ça veut dire que vous pourriez avoir la candidate pilote la plus spectaculaire que vous avez jamais rencontrée, qui possède exactement le type de talent que vous souhaitez développer pour devenir chef, mais parce qu'elle ne peut pas piloter cet avion-là, elle n'aura pas les mêmes opportunités de leadership et le même potentiel de carrière. Bon, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est l'armée. Dans le milieu du domaine maritime, c'est très similaire. Généralement, les gens qui accèdent aux postes hiérarchiques élevés, ce sont ceux qui ont l'expérience pratique des postes opérationnels, et alors qu'on sait que ce n'est pas seulement l'expérience opérationnelle qui permet aux gens de développer les compétences en leadership. Donc, si je poursuis dans le domaine maritime, la plus grande inégalité structurelle du monde offshore, c'est de savoir qui vit et meurt lorsqu'ils vont dans l'eau. Donc, à gauche, vous avez l'image d'une femme scientifique qui travaille sur un navire de forage. Et à droite, c'est la même femme qui porte un costume Gumby, les fameuses combinaisons d'immersion. Donc, les combinaisons d'immersion marine ont été conçues pour s'adapter au corps et aux propriétés métaboliques d'un homme américain du 50e percentile. Il n'y a jamais eu de test de performance d'isolation thermique pour les femmes. Il n'y a même pas de modèle de logiciel qui permettent de tester les performances techniques thermiques sur les femmes. Et il n'y a pas de changement de conception pour mettre à jour la biturvie, donc qu'elle soit mieux adaptée au corps des femmes. Bon, qu'est-ce que ça fait lorsque la combinaison d'immersion n'est pas adaptée à la personne qui la porte? Bien, si c'est mal adapté au niveau du cou, évidemment, l'eau va s'infiltrer, donc la protection thermique va être réduite. Mais une combinaison qui est beaucoup trop grande ne permettra pas de purger l'air des jambes, puis elle va exposer la personne qui le porte à un risque d'inversion. Donc, quand elle va arriver dans l'eau, l'air qui se trouve dans ses pieds va la faire pivoter, puis elle va se retrouver la tête en bas. Donc, il y a énormément de risques de noyade. On sait que la taille, le poids, la force, la forme du corps de la femme, sa structure osseuse, son métabolisme de base, la position de ses organes internes est évidemment différente de celle des hommes. Et puis, la compagnie qui fabrique Nemo, l'homme de référence, produit un mannequin d'essai thermique pour les femmes, mais les mannequins féminins ne sont pas conçus pour être utilisés dans l'eau. C'est le paradoxe de la sécurité des femmes dans le milieu maritime. Il manque de données pour faire des tests de sécurité appropriés. Donc, les femmes doivent utiliser les mêmes outils, les mêmes équipements de protection individuelle qui ont été conçus et testés pour les hommes de référence, mais en fait, elles peuvent, en utilisant ces équipements-là, ça les expose à des risques accrus de blessures, de maladies et même de décès. Donc, l'objectif, puis la raison pour laquelle on en parle maintenant, c'est de vous sensibiliser aux dangers auxquels sont exposés vos collègues amies féminines, dans l'espoir que vous rapporterez ces informations à votre organisation et commencerez à les éliminer. Donc, ça, c'est Nemo, notre fameux mannequin. Donc, lorsqu'on a rédigé la note dans l'International Hydrographic Review sur la sécurité, il est apparu assez rapidement que nous pouvions classer les problèmes de santé et de sécurité pour les femmes en 3 grandes catégories. Donc, il y avait les équipements de protection individuelle qui étaient inadéquats, le cantonnement, les quartiers ou la distribution ou l'attribution inadéquate de l'espace, c'est difficile à traduire en français, et puis de l'équipement qui était mal conçu.
Donc, l'image que vous voyez là montre certains des problèmes qu'on a identifiés et la manière dont elles peuvent être classées, mais évidemment, la liste là, n'est pas exhaustive. L'équipement de protection individuelle. Bon, tantôt, on a parlé de la combinaison de survie, mais on voit ici une combinaison de travail de la compagnie Red Wing Europe, puis un mannequin féminin qui porte une version adaptée pour hommes et une version adaptée pour les femmes. On voit clairement que la combinaison masculine ne convient pas. Mais pourquoi elle ne convient pas? Il y a une raison, mais ce n'est pas aussi simple que « Ah, il faut juste raccourcir les manches et les bas de pantalon ». En fait, il s'agit d'une différence fondamentale dans l'anatomie masculine et féminine qui n'a rien à voir avec la taille. Pour les hommes, la plus grande circonférence de la structure osseuse se trouve généralement au niveau de la poitrine, alors que pour les femmes, c'est au niveau des hanches. Ce qui force généralement les femmes à prendre une ou deux tailles supérieures dans la gamme des tailles pour les hommes. Et c'est pourquoi, généralement, l'entrejambe s'affaisse, le cou est trop large, en dessous des bras, c'est trop serré, puis évidemment, il faut raccourcir les pattes puis les manches. Qu'est-ce que ça peut entraîner, ça? Bien, ça entraîne des enjeux de mobilité. Donc, ça expose les femmes à plus de dangers. La question des quartiers ou l'attribution de l'espace ou l'adaptation de l'espace pour les femmes, il y a une enquête récente de l'Institut Oceanographic Scripps qui a révélé que l'espace alloué aux hommes était majoritairement plus grande que celle qui était allouée aux femmes, et ce, en proportion. Donc, les raisons sont plus souvent autrement structurelles, mais jusqu'à tout récemment, certaines femmes au SHE et même au MPO, puis aussi des chercheurs internationaux, se sont fait refuser l'accès à des navires en raison de leur genre, puisqu'il n'y avait plus de capacité pour des cabines dédiées aux femmes. Donc, adapter l'espace aux femmes sur les navires, par exemple, ça veut dire quoi? Puis qu'est-ce que ça veut dire aussi de modifier certains processus opérationnels pour les adapter aux femmes? Moi, je vous dirais, posez-leur la question. Puis, quand vous leur posez la question, ayez en tête de passer à l'action sur les recommandations qu'elles vont vous faire. Pour l'équipement, on va prendre l'exemple de la conduite automobile, quelque chose qu'on fait évidemment tous les jours. Puis pour les personnes de petite taille en général, puis les femmes en particulier, le siège de voiture il est conçu pour l'homme de référence encore et pose une foule de problèmes. Donc, généralement, c'est très difficile de voir au-dessus de la console de direction. Faut avancer le siège très, très proche du volant, donc, parce que sinon, on n'est pas capable d'atteindre les pédales. La ceinture de sécurité va nous irriter au niveau du cou. Donc, en étant positionné de cette façon-là, il y a plus d'avantages, ça va créer plus d'avantages de blessures au niveau des pieds et des jambes lorsqu'il y aura des collisions. Puis aussi, on peut avoir beaucoup plus de blessures dues au déploiement des sacs gonflables. Donc, évidemment, il y a certains autres équipements supplémentaires qu'on peut acheter pour adapter chacun des véhicules à ce type de conduite. Mais encore une fois, on voit ici que le manque de données sur des tests féminins entraîne ce genre d'inégalité au niveau de la conception des véhicules. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Apporter des changements rapides, évidemment, pour améliorer immédiatement la sécurité des femmes. Mais il faut surtout aussi commencer à apporter des changements politiques à long terme pour supprimer les obstacles structurels. Si nous voulons que les gens restent au travail, il faut qu'ils soient en sécurité et qu'ils se sentent en sécurité. Donc ici, on présente la hiérarchie des contrôles de sécurité. Donc la pyramide inversée va du contrôle le plus efficace jusqu'à la dernière ligne de défense. Donc on parle évidemment élimination, donc supprimer le danger physique. La substitution qui est de remplacer un danger par quelque chose de moins dangereux. La substitution, si vous remplacez le danger par quelque chose de moins dangereux, la mesure d'ingénierie qui serait isoler les personnes du danger, et les contrôles administratifs, donc changer la façon dont les personnes travaillent, et finalement, protéger le travailleur avec des équipements de protection individuelle. Le premier point sur la liste, c'est sur l'équipement. Donc, vous pouvez commander des combinaisons adaptées au corps féminin et des équipements de sécurité aussi adaptés aux femmes
Oui, ça existe, puis vous allez pouvoir les trouver. Il faut juste se donner la peine de le faire. Donc, premier item à faire demain matin. Aussi, si vous allez sur un bateau au offshore, surtout, parlez à l'équipage, demandez à ce que des produits d'hygiène féminin soient ajoutés à la liste de votre commande, au même titre que le papier de toilette. Vous ne savez pas quoi acheter? Parlez-en aux femmes, elle va vous le dire. Aussi, pensez à adapter l'espace aux réalités féminines. Ouvrez le dialogue avec elles. Elles ont de bons conseils à vous fournir. Au niveau de la sécurité des employés, si vous utilisez des services professionnels, par exemple pour le déplacement de vos employés, utilisez pas des services de covoiturage. C'est une question de vérification d'antécédents puis de système de traçabilité, donc on diminue le potentiel d'harcèlement sexuel. Puis, dans la planification de vos sorties en mer, si vous allez sur un navire, assurez-vous que le navire sur lequel vos employés vont aller va disposer d'équipements de sécurité qui est adapté pour tous vos employés, en particulier les fameuses combinaisons d'immersion. Donc, si vous n'êtes pas sûr qu'il va y avoir des combinaisons adaptées pour chacune de vos employés, investissez. Ça vaut vraiment la peine. Et donc, le message à retenir, c'est que si votre organisation a besoin de personnes, évidemment, elle a besoin des femmes. Puis les préjugés structurels ont mis du temps à se former, donc il faudra du temps pour les corriger. Mais ça prend des actions en ce sens. C'est vraiment important et vraiment nécessaire. Demandez aux femmes ce qu'elles ont besoin. Et pendant que vous y êtes, demandez à vos hommes de petite taille ou de grande taille, évidemment, qu'est-ce qu'ils ont besoin. La sécurité concerne tout le monde, pas seulement l'homme de référence. Et puis finalement, le respect et la dignité font partie de la santé mentale. Si vous prenez soin de l'esprit des gens autant que de leur corps, votre organisation aura plus de chances de réussir. Donc, merci. Très intéressant. Comment la différence de taille peut conduire à de tels problèmes. C'est vraiment... des fois, je pense que ça a été insoupçonné peut-être, mais là, on voit comment c'est important. Merci, Annie. Est-ce qu'il y a des questions pour Annie? S'il n'y a pas de questions, je vous invite quand même, si ça vous vient un peu plus tard, aller voir Annie, puis posez-lui vos questions, puis ça va lui faire plaisir de vous répondre, je suis certain. Alors, oui, il y a une question. Attends. Est-ce que la présentation est... Oui, la présentation est disponible. Puis vous pourrez contacter aussi Hélène, très disponible à échanger là, sur ce qui se passe dans votre compagnie, puis comment elle a beaucoup d'idées sur comment améliorer les choses. Elle a d'ailleurs au niveau, en tout cas surtout aux États-Unis parce qu'elle est vraiment là, mais elle a commencé structurellement à faire avancer beaucoup de choses au niveau des données accessibles pour des tests, là, pour toutes sortes d'équipements qui sont en lien avec la femme. Là. Donc, merci.